Donc je me présente rapidement, Loïs Godebert, je travaille chez iCube. C'est une société de conseil et d'intégration, notamment dans la partie IoT. L'idée de ce soir, c'est faire un retour d'expérience, pareil, sur quelque chose qui existe vraiment aujourd'hui et qui tourne vraiment, qui est dans les 20% que citait Gilo. Et vraiment, je pense que ce qui est important vraiment aujourd'hui d'expliquer, c'est prendre le recul, s'éloigner un petit peu de la technologie et qui est un peu une des causes du taux d'échec aujourd'hui sur ce type de projet-là, et de penser vraiment service et comprendre la mutation aujourd'hui qui est nécessaire aux entreprises pour aller vers ce côté transformation digitale. Donc, on va prendre un cas concret qu'on va venir découper et on va voir pourquoi repenser un service. On parle énormément de transformation numérique, transformation digitale, et on cite un cas qui est un grand exemple, qui est Uber aujourd'hui. En 10 ans, ils ont créé une société qui vaut 40 fois la valeur de Hertz, qui est une société qui a 100 ans, qui a mis du temps, qui a des actifs, etc. C'est vraiment un des exemples typiques qu'on cite souvent dans la transformation digitale. On cite aussi Airbnb face à Marriott, etc. etc. Mais il y a aussi des petites sociétés en France qui marchent bien, comme Doctolib, qui ont compris la transformation et qui ont ouvert un service vers le digital. Évidemment, c'est des choses qui sont simples pour des sociétés qui sont déjà tournées vers le numérique, qui font du service dématérialisé, mais au final, aujourd'hui, ce n'est pas le gros de la société. Et comme le cas qu'on vient de citer, en fait, aujourd'hui, la transformation et le plus gros de la vague qui va arriver, ça va être des gens qui ne sont pas du numérique, qui ne sont pas de ce monde-là et qui vont devoir faire avec. Ce risque, c'est très important pour les entreprises puisqu'ils vont avoir des concurrents qui vont sortir de nulle part et qui vont arriver très rapidement. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir se réinventer et faire de nouvelles choses par rapport à ça. Donc, pour réinventer son service, en fait, ce qu'il faut vraiment faire et vraiment penser, c'est prendre de la distance et repenser sans contrainte. Il ne faut surtout pas dire on va faire un projet IoT, on va faire un projet IA. Si vous partez comme ça, vous allez tout droit à l'échec. Il faut vraiment penser sur la mutation et en fait, le numérique va arriver, va venir se tisser pour résoudre tous les petits problèmes du quotidien et fluidifier les choses différemment. Donc, il faut également ne pas penser productivité, coût, etc. dès le départ et se manager que par rapport à ça, mais également voilà, penser différent pour arriver à ce type de choses-là. Derrière, il existe plein de méthodes, c'est un petit peu comme l'agile, etc. Globalement, par expérience, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qui sert à tous les projets, mais on va plutôt faire un patchwork de solutions existantes, notamment, on voit beaucoup de design thinking, etc. sur ces projets-là. C'est très bien, par contre, il va falloir faire attention, parce que notamment du design thinking prend en cas, par définition, les usagers, etc. Et aujourd'hui, on parle de services qui n'existent pas forcément encore. Donc bien repenser à ça, prendre des éléments et pondérer les différentes méthodes. Le cas dont je vais vous parler ce soir est basé sur du facility management. Donc c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément tous, mais l'idée c'est d'avoir une société qui va prendre soin d'un bâtiment et de ses occupants. C'est un peu les services généraux des grands immeubles que vous avez, etc. Et ces sociétés-là vont gérer le confort, tout ce qui est température, éclairage, etc. La performance qui va évidemment derrière aussi bien sur le déplacement des personnes que sur l'efficience énergétique du bâtiment, mais également la gestion des espaces. C'est un métier qui est en train de changer énormément, puisque aujourd'hui, on ne peut plus construire comme avant. Vous prenez la Défense, vous n'allez pas construire beaucoup de nouveaux immeubles, mais par contre, vous avez de quoi vous transformer et transformer les bâtiments existants pour justement faire quelque chose. Donc, cette société-là qui est venue nous voir, on en a discuté et on a fait pas mal de choses par rapport à ça. Une des premières hypothèses de travail qui est assez rigolote, mais qui débloque pas mal de choses, c'est comment la société travaillerait si elle était omnisciente. Pourquoi ça? Tout simplement, c'est parce que les deux choses qui nous ont fait venir aujourd'hui, c'est l'IoT et l'IA. L'IoT, ça va vraiment amener le pouvoir d'avoir le règne de l'information du réel. Ça fait quelques années qu'on vit avec Internet, la 5G, etc., l'information numérique en temps réel. Par contre, maintenant, on va avoir l'information de ce qui se passe dans la vraie vie, avec les vraies informations, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que des sociétés qui n'étaient pas dans le numérique, quand on parle ici de transport, ils ne sont pas dans le numérique, et en fait, ils vont pouvoir accéder à tout ce qui se passe via des nouveaux outils.
Également, l'IA qui va venir résoudre énormément de problèmes, puisque au final, on va pouvoir diagnostiquer des faits par rapport à énormément de données et énormément de bruit qu'il va avoir et qui va être quelque chose qui va être nécessaire. En partant de ça, on peut se dire, ben, si on est omniscient, ça veut dire qu'on va savoir les choses qui sont nécessaires. Typiquement, vous avez un cas tous les jours dans votre voiture, c'est le voyant de votre essence. Elle vous dit, est-ce qu'il faut aller chercher de l'essence ou pas? Si vous n'avez pas de voyant, tout simplement, vous allez devoir passer tous les 2 jours pour vérifier que peut-être il y a de l'essence, etc. Et ça peut paraître stupide dans le cas d'une voiture, mais en fait, si vous rapportez ça au métier des gens, c'est très fréquent. Par exemple, dans le cas du facility management, la fréquence du nettoyage de pièces, etc., ben on va faire ça tous les 2 jours, parce que peut-être que c'est sale. Sauf que quand on est sur un bâtiment qui évolue beaucoup, qui a plein de sociétés, etc., ben en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sont faites au cas où il se passe quelque chose. Et en fait, on ne sait pas gérer le quotidien, le changement, etc. C'est ce qui va nous permettre, grâce à la technologie, justement, d'être omniscient, de savoir s'il faut le faire quelque chose. Et évidemment, ça a des impacts au niveau de la société, de la performance, etc. Également, être omniscient, c'est savoir les choses à l'instant T, mais également T-1, T-2, voire T+1, T+2, si on arrive à prédire les choses. C'est pareil, typiquement, si vous regardez le périph' le dimanche, c'est bien, c'est fluide, il n'y a pas de bouchon à Toulouse. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose dans le monde du bâtiment, c'est que si vous allez auditer à 10 h du matin, est-ce que le chauffage fonctionne, est-ce que c'est agréable? C'est très bien, mais vous ne savez pas si le premier arrivant qui arrivait dans le building, il avait du chauffage, si le chauffage a tourné la nuit, etc. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui vont déclencher, qui aujourd'hui sont résolues, soit pas résolues, soit résolues avec des personnes qui vont passer pour vérifier que peut-être il s'est passé quelque chose. Et là, on va pouvoir faire des choses grâce à la technologie une fois de plus. Également, être omniscient, c'est être à 2 endroits en même temps et interroger plusieurs systèmes en même temps. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant, puisqu'on ne parle plus d'un capteur, ça a vibré, donc je fais une action. Mais on va parler d'un ensemble de systèmes qui vont nous permettre de savoir des choses. Typiquement, dans le cas de grands bâtiments également, une des grandes problématiques qu'il y a, c'est la restauration d'entreprise, le flux de la restauration d'entreprise, où tout le monde décide d'y aller à la même heure, etc. Sauf que quand on veut faire des choses bien, qu'on veut faire minutes, ben on ne sait pas quand c'est qu'on va prendre le rush. Tout simplement, en interrogeant plusieurs systèmes, on va pouvoir savoir le déplacement des populations et pouvoir prédire et mieux gérer les déplacements. Également, on va pouvoir faire la corrélation entre plusieurs choses. Typiquement, on avait avant les systèmes de chaufferie qui délivraient des informations, les systèmes de température qui donnaient des informations de qualité de vie. Et en fait, le fait d'avoir un système complet va permettre de comprendre des choses. Typiquement, si vous avez un chauffage qui tourne à fond et que dans la pièce il fait froid, il y a de grandes chances que vous ayez une fenêtre ouverte. C'est-à-dire problème de sécurité, problème de performance, etc. Donc, en fait, l'IoT, une fois de plus, couplé à des systèmes intelligents, vont permettre de résoudre des choses qui n'ont absolument pas de valeur, d'avoir des personnes qui vont tourner pour vérifier ces choses-là, etc. et vont faire économiser pas mal de choses. Il y a 2 concepts qui sont assez intéressants également dans cette notion de smart building pour bien comprendre comment on peut implémenter ces choses-là. Le premier, vous allez le retrouver énormément dans tous les projets IoT au final qui vont interroger des grands systèmes, ça va être le digital twin. En fait, une des premières étapes qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le réel, on va l'équiper de plein de capteurs et on va le rendre disponible dans le numérique. C'était ce que montrait précédemment Octave, avec toute la possibilité de voir toute la partie là. Et bien on va le faire au niveau d'un bâtiment. Et dans le cas du smart building, il y a même un concept qui existe depuis maintenant quelques années, qui va même beaucoup plus loin, qui est le concept de BIM, où en fait on va suivre tout le bâtiment de sa construction à la maintenance en vie, etc. Et on va pouvoir avoir une cartographie et venir fouiller dans cette cartographie pour bien comprendre comment ça se passe. Pour mettre en place tout ça, on va passer rapidement sur les étapes. Le but, c'est de discuter au cocktail, etc. Je lance des petites pierres à l'eau pour en discuter. La première étape, c'est vraiment d'identifier la chaîne de valeur. Pourquoi le client final fait appel à la société, comprendre le marché et venir se repositionner. Il faut s'éloigner de comment on fait notre métier aujourd'hui, mais plutôt pourquoi on fait notre métier aujourd'hui pour pouvoir le réinventer. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans la mutation avec ces nouveaux outils. Ensuite, on va évidemment cartographier, diagnostiquer le système économique, puisqu'il faut faire très attention, et c'était un des pièges qu'il y a eu précédemment dans pas mal de projets IoT, de viabilité, etc. etc.
Ensuite, on va passer à la cartographie du service. Donc là, c'est pareil. On a aujourd'hui pas mal de maturité, on a pas mal d'outils qu'il y a, par exemple du service Blueprint, etc., pour bien comprendre l'interaction qu'il y a entre le client final, les personnes qui se déplacent, etc., etc. Ensuite, évidemment, on va continuer à auditer, voir les freins et proposer des alternatives. Donc là, c'est tout un travail en fait de conseil qu'on va faire pour construire ces choses-là et on va commencer à y répondre. Ensuite, on va travailler la donnée, ce qui est extrêmement important dans ce type de projet-là. Une fois de plus, il y a des cas qui sont simples, sur des vibrations, sur des détecteurs, etc. Mais dès qu'on va parler d'un ensemble de systèmes, et c'est ce qu'on va rencontrer au final dans beaucoup de sociétés, c'est plus compliqué. Quand vous équipez un bâtiment, il y a de grandes chances que vous ayez plusieurs types de capteurs qui vont vous dire le même type de données, mais pas forcément sous la même forme, pas forcément sous la même norme, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont à travailler à ce niveau-là pour justement déclencher des choses qui soient vertueuses. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on va commencer à parler d'IT. Et il ne faut pas en parler avant, en fait. Parce que si vous commencez à mettre trop de freins par rapport à votre architecture, par rapport à votre matériel, et au final, vous n'allez pas chercher à avoir le service le plus efficient possible. Alors peut-être que la technologie va vous freiner un peu dans vos rêves, etc. Mais au moins, vous aurez cartographié et identifié la valeur et avoir les indicateurs qui vous permettront de savoir si c'est intéressant d'aller sur ce type de techno, ce type de matériel, etc. etc. Et là, c'est ce qui était dit précédemment, c'est que ces dernières années, même ces derniers mois, on a énormément d'avancées et on va sur des choses qui sont de plus en plus simples à faire. La démo qui a été faite, il faut quelques heures, jours entre guillemets, pour la monter, chose qui, il y a encore quelques années, était totalement impossible. Par contre, ça ne veut pas dire que tous vos projets vont prendre 5 jours, hein, attention. Mais voilà, il y a des choses qui avancent par rapport à ça. Et enfin, je rejoindrai Gillo aussi sur ce point-là. Il faut mesurer et tester au plus tôt pour bien comprendre ce genre de choses. L'avantage, c'est que vous êtes sur des projets sur lesquels la donnée est importante, et donc vous avez aujourd'hui plein de possibilités, notamment avec du Lean, etc., pour mesurer, tester, évaluer, et c'est vraiment quelque chose qui doit systématiquement vous guider dans la construction de ces choses-là, et après, voilà, chercher l'efficience et augmenter les éléments par rapport à tout ça. Pour faire, ça c'est la petite synthèse de comment on fait. Au final, le projet il est fini, il tourne, etc. Et donc, on est là aussi pour délivrer quelques petits conseils par rapport à ce qu'on a pu voir, etc. Les premiers pièges les plus simples, c'est la donnée, la façon naïve de décrire une donnée et créer des règles par rapport à ça. Typiquement, dans le cas du smart building, c'est les taux d'utilisation des salles de réunion, etc. En fait, vous découvrirez assez rapidement, quand vous aurez testé vos choses, que quelqu'un qui vient téléphoner dans une salle pendant 2 minutes, il ne va pas salir la salle, donc il ne faut pas le compter. Donc, en fait, une fois de plus, vous allez voir qu'il va falloir gérer un ensemble de capteurs, prendre des hypothèses, tester, évaluer, benchmarker les solutions par rapport à ça. Également, vouloir trop bien faire ou avoir des problématiques avec les capteurs, chose qu'on va rencontrer souvent sur de l'IoT et de l'IA. Typiquement aussi dans du smart building, si on voulait bien faire, pour savoir si les toilettes sont propres, il faut regarder. Donc on va mettre une caméra, ou pas. Et on a plein de problématiques comme ça. Le tracking, c'est pareil, il y a plein de choses qui sont possibles. Par contre, il faut faire comprendre aux gens ce qu'on fait, quelle est la donnée qu'on a et pourquoi on l'a. Après, on peut faire plein de choses aujourd'hui, mais il faut faire très attention à certaines choses. Et donc, toute la captation, il y a vraiment un travail à faire sur cette partie-là. Également, l'autre piège, c'est le volume de données. On remonte de la donnée, c'est une chose qu'on voit énormément dans plein de projets, et on déverse ça dans un data lake, c'est fantastique, etc. C'est bien, mais généralement, vous déversez trop de données hétérogènes, et c'est difficile de traiter. Donc il y a vraiment un traitement à faire en amont, et une qualification, vraiment, là où c'est pareil, on a vu beaucoup de projets échouer à cause de ça. Et également, l'autre partie qui est liée au grand volume de données, c'est ne pas avoir un grand volume de données. C'est penser au edge, ça a été dit très très rapidement précédemment de filtrer, mais si on envoyait par exemple dans le cas précédent toutes les vibrations dès qu'il se passe quelque chose, on saturait le serveur et ça ne servirait strictement à rien. Et donc on retrouve ce principe-là chez plein de clients qui vont émettre. Le edge aujourd'hui, c'est une solution qui va vous permettre de filtrer et de donner uniquement à gérer que ce qui est important. Donc il y a un véritable changement de paradigme. D'un côté, le cloud est une solution absolument simplissime et vous permet de monter à l'échelle, mais ce n'est pas parce que vous pouvez monter à l'échelle que vous devez laisser le carburant ouvert tout le temps.
Donc le edge va vous permettre de limiter ce bruit, ça va vous économiser des choses et vous repositionner pour justement traiter ce qu'il faut. Également les cultures. Alors ça, c'est un des grands problèmes quand vous commencez à recréer un service, puisque chaque interview, les gens vont parler différemment, vont avoir des buts différents, etc. Donc là, il faut faire très attention. La mutation d'une entreprise, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas qu'un projet informatique au sens vulgaire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir accompagner, voir des stratégies sur des premières versions, sur des versions suivantes, etc. Et accompagner la mise en place, etc. Et enfin, le dernier piège qui est penser que l'IA, ça ne sert qu'à la fin et qu'il faut un grand nombre de data pour le faire. Typiquement, ce n'est pas forcément vrai et il faut le penser comme un outil. Ce que je disais, quand on construit un service, le numérique est là pour combler tous les petits trous et accélérer les choses. Et l'IA est vraiment là pour ça. Et aujourd'hui, on a une maturité sur ces éléments-là, sur des choses très simples. Par exemple, la détection d'anomalies, ce que je disais, les écarts entre la température ressentie et le chauffage, etc. C'est des choses qui marchent très bien et c'est des projets qui sont extrêmement courts, donc il faut y penser. Et ça permet d'inverser les choses également. Typiquement, dans une société aujourd'hui de facility management, on va beaucoup travailler sur du rythme, toutes les 2 semaines, toutes les machins, etc. Et quand le client crée un incident. Le but, c'est d'inverser la chose et de faire un service qui va être proactif. C'est-à-dire, on va savoir qu'il va avoir un problème, donc le client n'a pas besoin de se plaindre, et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez bien. Et en plus, vu qu'on l'anticipe, on peut mieux le gérer et ça nous coûte moins cher. Au final, le service, au bout de quelques mois de projet, a débouché sur un nouveau contrat, puisque cette société maintenant propose plus des volumes, etc., mais des usages de zone, des qualités environnementales, des outils de remontée sur justement la satisfaction, etc., etc. Et c'est ce qui permet d'avoir pour le client final un service beaucoup plus qualitatif. Les statistiques sur ça ont été vraiment très, très bonnes. Et également, en fait, la société, en s'équipant, a diminué ses coûts d'intervention en manageant mieux ces éléments-là. Donc vraiment, c'est bénéfice opérationnel et différenciateur stratégique, c'est vraiment ce qu'on va retrouver sur tous les types de projets et qui va être énormément moteur sur ce type de choses-là. Également, l'efficience énergétique, c'est des coûts qui sont énormes, ça peut paraître bête et on n'a pas forcément cette vision-là, mais derrière, en fait, analyser tout un système et faire des différences a permis de démontrer des erreurs de conception, de mieux gérer les espaces, gérer notamment tout ce qui était ensoleillement, qui, pareil, hein, on met la climat-bloc, finalement on ouvre, etc. On connaît tous ces magnifiques bâtiments qui marchent bien. Et donc, du coup, pareil, diminution des coûts et augmentation du confort. Et également, ça a permis aux équipes de découvrir, alors que c'est leur métier depuis des années, comment vivait le bâtiment. Le fait d'outiller, ça permet d'envisager des choses. Et donc, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui en cours de création par rapport à cette expérimentation, et notamment la proactivité où ils en mettent de plus en plus. Et en fait, ça permet de vendre un service qui est de plus en plus transparent pour l'utilisateur final et qui gagne du coup en confort. Donc voilà, c'était un petit retour d'expérience très rapide avec plein de choses.